Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes des élèves de première S3 du lycée français de Tananarive, session 2017-2018. Notre groupe de TPE est composé de Hassoun Jordan. Bonjour, je suis Hassoun Jordan de la première ES3. Je suis au lycée français de Tananarive depuis la 6e. Nathan Hainaut. Bonjour, je suis Nathan Hainaut de la première ES3 et je suis au lycée depuis la 5e. Et de moi-même, Rabessa Larène. Dans le cadre du TPE, nous avons pour objectif de parler des inégalités et de la mondialisation, basées sur les matières de histoire-géographie et de sciences économiques et sociales. C'est pour cela que nous avons choisi comme sujet la corruption à Madagascar, un sujet assez tabou dont on entend souvent parler et qui fait souvent débattre. Mais savons-nous vraiment qu'est-ce que la corruption ? Pour notre production de TPE, nous avons eu pour optique d'organiser une conférence rassemblant différentes organisations luttant contre la corruption ainsi que des représentants de l'ambassade de France. Et nous avons fait réfléchir sur une problématique: en quoi la corruption était un frein au développement d'une économie, plus particulièrement Madagascar. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'est la définition de la corruption ? Donc pour la définition de la corruption, la définition qu'on utilise au Bianco, c'est celle-là, que la corruption, c'est l'utilisation abusive de son pouvoir, de son mandat ou de son poste pour obtenir un avantage indu. Il y a beaucoup de définitions différentes en fait sur la corruption, mais celle-là, c'est une définition assez large qui n'est pas focalisée sur un secteur ou une administration spécifique, donc c'est pour cela qu'on utilise cette définition au Bianco. Mais la corruption, c'est aussi un terme assez vague. Il y a beaucoup des manifestations de la corruption, il y a beaucoup des infractions, et en plus, ça dépend aussi de chaque pays. Ici à Madagascar, dans la loi anticorruption, il y a une liste d'infractions de corruption qui sont c'est une liste assez large. Il y a beaucoup des infractions qui sont qualifiées comme corruption ici, ce qui permet au Bianco d'agir et de prendre l'initiative dans beaucoup de cas. Les infractions les plus fréquentes ici, c'est les corruptions actives et les corruptions passives. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas vraiment une infraction d'essayer de corrompre quelqu'un, mais aussi de l'accepter. Donc ça va dans les deux sens. Il y a les détournements des fonds, il y a les favoritismes, il y a aussi l'abus de fonction et encore une vingtaine d'autres infractions dans le code pénal de Madagascar. Quels sont les domaines les plus touchés à Madagascar ? Les secteurs touchés aussi, c'est presque tous les secteurs, comme vous allez voir dans ce diagramme. Mais je pense qu'on peut quand même voir quelques secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, les collectivités décentralisées ici, c'est presque un quart, je pense, des secteurs. Après, il y a le foncier, la gendarmerie, l'éducation, la police, l'environnement, eau et forêt et d'autres. Je pense en général, en fait, les secteurs les plus touchés, ce sont les secteurs qui ont plus d'échanges et d'interactions directes avec les usagers. Là, je voulais aussi montrer un peu l'évolution. Il y a beaucoup d'indicateurs sur la corruption. Je n'ai pas mis le fameux IPC, l'indice de la perception de la corruption, parce que je pense que les autres vont parler de ça, comme c'est un indicateur de transparency. C'est pour cela que j'ai mis l'indicateur de la Banque mondiale. C'est un indicateur sur le contrôle de la corruption. Et l'avantage de cet indicateur, c'est en fait que c'est comparable et on peut voir l'évaluation. Quels sont les impacts de la corruption ? Les impacts négatifs de la corruption, il y en a beaucoup dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Donc juste pour résumer, je pense qu'il y a des impacts économiques, sociaux, politiques, environnementaux. Ça, ce ne sont pas selon mes idées, mais ça vient des données, des statistiques qu'on a au niveau du Bianco. Par rapport à l'économie, donc il y a la réduction de la croissance économique et aussi des recettes fiscales qui sont perdues, qui évidemment peuvent servir pour les services publics. Après, au niveau social, il y a la réduction de l'accès aux services, par exemple la santé, l'éducation, etc. Et ça, c'est encore plus grave parce que c'est pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables qui ont ce problème. Si on paie, par exemple, pour un service éducation, santé, qui normalement est gratuit, il n'y a pas de problème pour les gens riches, mais ce sont les gens pauvres qui ne peuvent pas payer. Donc eux, ils n'ont pas d'accès, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de santé, etc. Donc les impacts sociaux, il y a des impacts sociaux pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus dur pour les gens pauvres et vulnérables de la population. Par rapport aux impacts politiques, il y a l'affaiblissement de la confiance dans l'État et dans l'état des droits et l'instabilité et l'insécurité. Par exemple, ici à Madagascar, la justice, c'est un secteur qui est très dénoncé. Il y a beaucoup de cas de corruption dans la justice. Et c'est pour cela
cela que beaucoup même des investisseurs internationaux ils pensent qu'il n'y a pas vraiment un état de droit dans le sens pratique. Donc, ce n'est pas la justice qui a toujours raison, mais c'est l'argent qui détermine les décisions de la justice dans beaucoup de cas. Il y a les trafics illicites, il y en a beaucoup. Je pense que vous allez aussi voir ça tous les semaines, tous les mois dans le journal. Il y a le trafic de bois de rose, les trafics d'or, les trafics de tortues. Tous ces trafics illicites de ressources naturelles, ils sont facilités par la corruption. Parce que si quelqu'un veut par exemple sortir des bois de rose d'un parc naturel et transporter ça dans la rue et après embarquer sur un bateau, c'est très visible, c'est très facile à voir. Comment il arrive à faire ça? Évidemment, il y a des complices, mais aussi il y a la corruption. Il paye les policiers, il paye les agents du parc national, il paye les agents de l'impôt, de la douane, etc. Donc la corruption, ça aide beaucoup à ces trafics illicites et de ressources naturelles, ce qui est aussi un problème assez grave. Quels sont les impacts sur l'économie des populations? C'est vrai que ça nuit au développement du pays et aussi ça crée des inégalités encore plus fortes parce que les inégalités de chances de tous les citoyens et des pratiques. Ça coûte cher parce qu'il y a, comme Florian a dit tout à l'heure, on doit payer même des services qui sont déjà censés être gratuits. Et on sait que ça a un impact sur le budget public et ça n'encourage pas les investisseurs de venir investir à Madagascar. Il y a la perte de confiance des citoyens et ça provoque quelquefois, on dit souvent, que la population ne fait plus confiance à toutes les branches de l'administration comme la justice. C'est pour ça qu'il y a les vindictes populaires. Il y a aussi la corruption à l'encontre des valeurs de démocratie, c'est-à-dire d'égalité et de développement pour tous. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir, ce n'est pas souvent des choix de la population à cause de la corruption. Mais ça nuit aussi à différents secteurs comme l'environnement, la santé, l'éducation, l'énergie et tout ce qui est propriété. Sont-elles efficaces? Difficile de se prononcer que ces stratégies sont efficaces. Mais on voit quand même des indicateurs qui promettent des résultats tangibles, des changements qui sont en place petit à petit. Il y a l'ouverture des gouvernements pour dialoguer. Quand on sait que le gouvernement a une stratégie nationale de lutte contre la corruption, et là c'est profitable et opportun d'ouvrir des dialogues permanents et aussi de susciter des réformes au niveau des administrations. L'indice de perception de la corruption, c'est un outil que Transparency International utilise au niveau mondial pour mesurer disons, les évolutions dans les perceptions de la corruption. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cet indice, qui est quand même l'indice phare en fait, de Transparency International, qui a été créé en 1995 et qui est l'une des raisons pour laquelle Transparency International est reconnu. Donc comme son nom l'indique, c'est un indice de perception donc, qui va collecter différentes sources de données, qui va les compiler et qui va produire un indice, donc un score entre 0 et 100, et qui va donc permettre de classer les pays. Donc je crois qu'il y a près de 200 pays dans le monde qui sont classés. L'année dernière c'était 176 pays dans le monde qui sont classés, et donc de permettre de voir où se situe par exemple Madagascar par rapport aux pays de la région ou aux pays qui sont au même stade de développement économique. Donc c'est un indice de perception dans le sens où, bien sûr, on ne peut pas vraiment mesurer la corruption au sens strict du terme, puisque par définition, la corruption est une collection de faits qui sont cachés, puisque par définition donc, illégaux. Donc, pour créer cet indice, pour mesurer donc, cette perception de la corruption, on utilise donc des informations secondaires. On ne va pas effectivement mesurer directement combien d'argent est perdu par exemple par la corruption, mais on va demander à des personnes qui sont bien informées, des experts dans leur domaine, d'évaluer dans quelle mesure effectivement tel ou tel pays est sujet à la corruption.
Pour Madagascar, le score le plus récent, donc celui qu'on a pour l'année dernière, 2016, il y a 2 ans déjà, c'est 26 sur 100, avec un classement donc, par pays de 145. Donc on est 145e dans le classement. J'ai juste mis quelques articles de presse parce qu'on a demandé de parler de l'efficacité du Bianco et c'est toujours trop difficile de répondre à ces questions. Donc là, je vais demander à Frédéric de juste suivre tous les slides. Donc là, c'est juste pour montrer que, ça va, que en fait, c'est difficile de mesurer l'efficacité du Bianco, mais déjà, premier point, on sort beaucoup dans la presse et c'est pas un hasard parce que le Bianco essaie de faire quand même son travail. Par exemple, tous ces articles-là, ce sont des gens qu'on a arrêtés, des investigations qu'on a fait. Donc il y a par exemple la fameuse Claudine, il y a d'autres qui ont été trouvés comme corrompus et c'est le Bianco qui a fait les investigations. C'est le Bianco qui a bouclé les dossiers et qui a transmis à la justice. Donc c'est ça c'est juste pour montrer que le Bianco est actif, même si c'est pas très facile de mesurer l'impact de nos activités. Elle est due à quoi? On dit que la corruption est due à la pauvreté. C'est ça très souvent, parce que les gens n'ont pas assez de revenus et pour subvenir aux besoins, ils sont obligés de faire la corruption. Mais on sait très bien aussi que la corruption n'existe pas forcément dans les pays en voie de développement, mais il y a aussi de corruption dans les pays très développés. Donc c'est pour ça que nous avons avancé. Une autre raison de corruption, c'est ce qu'on appelle high cost wealth, c'est-à-dire la grande quête des richesses, la convoitise. Donc on veut s'enrichir très vite, donc on est tenté de faire la corruption. Donc voilà les 2 raisons qu'on avance. Une association de droit malgache, et donc comme toute association, elle possède un conseil d'administration. Son organe principal, c'est l'Assemblée Générale, c'est-à-dire tous les membres individuels de Transparency International Initiative Madagascar se regroupent au moins une fois par an pour décider des grandes orientations du travail de l'association. Il y a aussi donc, des élections régulières d'un conseil d'administration qui est actuellement composé de 4 personnes, donc un président, un trésorier et 2 conseillers. Et puis, donc, il y a une équipe exécutive, un bureau, qui gère les actions au quotidien. Donc les activités, les projets que Transparency International Initiative Madagascar réalise. Et donc c'est bienvenu qui en est le directeur exécutif par intérim actuellement. Voilà pour les grandes lignes en fait, de la prise de décision. Donc pour le Bianco, c'est simple, c'est le directeur général du Bianco qui décide. Et lui, il a un mandat de 5 ans. En fait, son processus de sélection, c'est qu'il y a un comité de toutes les entités anticorruption de Madagascar qui choisissent 3 candidats et donnent les 3 candidats au président. Et c'est le président de la République qui choisit un de ces 3 candidats. Et après, il y a ce mandat de 5 ans et il y aura un autre directeur général après ce mandat. Après, le directeur général, il a évidemment des conseillers comme moi qui l'appuient dans la prise de décision. Le Bianco, on est en train de développer notre stratégie ou notre approche pour ce qu'on va faire. Parce qu'évidemment, il y a des risques de corruption qui sont liés aux élections. Mais aussi, ce n'est pas exactement le rôle du Bianco de faire ce travail terminatoire, de chercher notre approche. Je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer d'être présent dans les bureaux de vote, etc. Parce que déjà, la présence des agents du Bianco, ça aide souvent à prévenir la corruption. Et aussi, on va répondre aux doléances, parce qu'on estime qu'il y aura beaucoup de doléances. Donc, des gens déjà qui sont pas dans la liste électorale, peut-être. Et après, pendant les élections, des gens qui disent qu'on a acheté le vote, etc. Ils vont venir au Bianco, parce que le Bianco a un peu plus de confiance, je pense, par rapport aux autres forces de l'ordre. Donc, ils vont venir chez nous, ils vont déposer des doléances et on va enquêter et réagir dans ce sens. Pour Transparency, donc notre initiative, ce n'est pas uniquement avant l'élection, mais surtout pendant l'élection et après.
Donc avant, c'est la sensibilisation des électeurs, de voir déjà qui sont les candidats intègres. Les gens ne seront pas seulement satisfaits des t-shirts ou des riz blancs, mais qu'ils choisissent et lisent des vrais candidats qui ont quand même des programmes sur la lutte contre la corruption. On avait un projet qui a duré 5 ans, qui était soutenu par l'Union européenne, qui s'appelle le CAJAC, donc le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne, dont l'objectif était d'apporter une assistance juridique aux citoyens qui étaient victimes ou témoins de corruption. Et donc, les personnes venaient au bureau de Transparency et demandaient des conseils par rapport à leur cas. Alors souvent, ce n'étaient pas des cas qui étaient liés à la corruption, c'était sur beaucoup d'autres sujets, mais bon, on les aidait quand même. Et donc, on avait ce projet-là qui, je crois, était assez dans ce que vous dites, aider vraiment les victimes. Donc on l'a arrêté un petit peu parce qu'on a eu un manque de financement sur ce projet-là, c'est un projet qui coûte un peu cher, mais on va essayer cette année de le recommencer. Je voulais dire qu'en général, il n'y a pas beaucoup de victimes parce que souvent les deux parties font partie de l'acte de corruption, si vous voulez. Donc il y a une partie qui donne de l'argent et l'autre qui reçoit, ou une personne qui donne le favoritisme et l'autre qui prend le poste sans être sélectionné de manière correcte, etc. Donc souvent, c'est ça en fait le problème principal de la corruption, que souvent tout le monde est impliqué et tout le monde bénéficie. Et c'est qui perd? C'est l'État, c'est la population, etc. Donc les impacts négatifs de la corruption souvent sont un peu indirects. Et ça, c'est ça qui est aussi très difficile de réprimer. Mais je vais revenir sur la protection des témoins et des dénonciateurs. Donc, je pense que dans ce contexte, quand il y a des témoins ou des dénonciateurs qui dénoncent des actes de corruption et qui font objet des représailles ou des menaces, donc là il y a vraiment des victimes très concrètes. Et c'est ça qu'il faut protéger et c'est ça qu'on va essayer de développer cette année, ce mécanisme.